Un jeune millionnaire emmène son sosie des rues dans son manoir, la réponse de l'enfant révèle un terrible secret. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Et ouvrez les yeux au son délicat d'une musique classique, diffusée par des haut-parleurs dissimulés dans sa chambre de près de 85 mètres carrés. La lumière du soleil inondait la pièce à travers des baies vitrées panoramiques donnant sur les jardins méticuleusement entretenus du domaine familial de Newport. À 32 ans, Connor possédait tout ce que la plupart des gens passaient leur vie à convoiter: richesse, statut et un bureau de direction chez Investment, l'entreprise que son père avait bâtie à partir de rien. En entrant dans son dressing, plus grand que le salon de la plupart des gens, ses doigts effleurèrent des costumes de créateurs, valant chacun plus que le salaire mensuel de bien des gens. Le personnel de maison avait déjà préparé son petit déjeuner, une omelette parfaite aux copeaux de truffes et un jus d'orange fraîchement pressé. Connor mangeait seul, comme la plupart du temps, dans l'immense salle à manger conçue pour recevoir des dizaines de convives. « Monsieur, votre voiture est prête », annonça Martin, son chauffeur depuis 8 ans, se tenant respectueusement à l'entrée. Connor hocha la tête, remarquant à peine sa présence. Sur le trajet vers le bureau, il regardait la ville défiler derrière la vitre. Des gens se hâtant au travail, des mères poussant des landaux, des couples se tenant la main. Des vies normales. Malgré sa richesse, Connor ressentait un vide inexplicable, comme si quelque chose de fondamental lui manquait. Chez Investment, les employés se redressaient sur son passage lorsqu'il franchissait les portes vitrées. « Bonjour, monsieur », murmurait-il avec des sourires de circonstance. Son assistante lui remit son emploi du temps: réunion, conférence téléphonique, un déjeuner avec des investisseurs potentiels. La routine bien huilée d'un cadre financier prospère. Ce soir-là, après une réunion du conseil particulièrement épuisante, Connor desserra sa cravate en contemplant la vue depuis la fenêtre de son bureau. Il avait commencé à neiger, la première neige de la saison. 52 étages plus bas, la ville se transformait en un paysage hivernal féerique. Quelque chose l'attira, un besoin d'échapper à la perfection étouffante de sa vie, ne serait-ce qu'un instant. « Je vais faire un tour », dit-il à son assistante, qui le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'il partait sur la Lune. Dehors, l'air froid lui saisit les poumons. Connor marcha sans but, savourant l'anonymat parmi la foule des acheteurs de Noël. Il avait parcouru plusieurs pâtés de maison quand quelque chose attira son regard, 2 petites silhouettes blotties dans le renfoncement d'une devanture de magasin abandonné. En s'approchant, il vit que c'étaient des enfants, des jumelles, peut-être âgées de 5 ou 6 ans, au visage identique encadré de cheveux blonds emmêlés. Malgré la saleté sur leur visage, leurs traits étaient délicats, presque familiers. Elles portaient des manteaux roses élimés par-dessus des robes usées jusqu'à la corde, serrant contre leur poitrine des ours en peluche usée. L'une des fillettes leva les yeux, ses prunelles d'un bleu vif rencontrant les siennes. Connor sentit son cœur manquer un battement. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose qui perça l'armure qu'il s'était forgée. « S'il vous plaît, monsieur », dit la fillette, sa voix menue mais claire dans l'air hivernal. « Pourriez-vous nous aider à retrouver notre maman ?» La seconde jumelle se tourna alors, le fixant d'un regard identique. Elle a dit qu'elle reviendrait. La gorge de Connor se serra tandis qu'il s'accroupissait à leur niveau. « Où l'avez-vous vue pour la dernière fois ?»« Elle nous a laissés ici hier », dit la première fillette, le menton légèrement tremblant. Elle a dit d'être courageuse. Quelque chose céda en lui, un barrage érigé il y a longtemps. Les larmes emplirent ses yeux en regardant ses enfants abandonnés, si vulnérables et pourtant si dignes dans leur souffrance. Il ne comprenait pas pourquoi il pleurait, pourquoi ses enfants en particulier le touchaient si profondément alors qu'il était passé devant d'innombrables sans-abri auparavant. Mais alors que des flocons de neige se posaient sur leurs cils, quelque chose d'inexplicable lui serra le cœur, comme un souvenir insaisissable. « Je vais vous aider », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Connor était loin de se douter que ce moment, cette rencontre apparemment fortuite un soir de neige, allait faire voler en éclats tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et sa vie parfaite. Le cœur de Connor battait la chamade tandis qu'il regardait les jumelles frissonnant dans l'embrasure de la porte. « Je m'appelle Connor », dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous » La plus hardie des deux répondit, « Je suis Lily et voici Emma. » Sa petite main tenait protectricement celle de sa sœur. « Nous avons faim. » Connor ressentit un élan protecteur qui le surprit. « Laissez-moi vous emmener au chaud et vous trouver quelque chose à manger. » Il sortit son téléphone pour appeler Martin, puis hésita. Que faisait-il? Il connaissait à peine ses enfants. Il devrait appeler les services sociaux ou la police.
Mais quelque chose dans leurs yeux bleus assortis, quelque chose d'étrangement familier, le fit marquer une pause. « Monsieur, reprit Emma, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Notre maman a dit qu'un homme en costume chic nous aiderait un jour. Êtes-vous cet homme ?» La question frappa Connor comme un coup de poing. Avant qu'il ne puisse répondre, les deux fillettes se raidirent soudainement, les yeux écarquillés de peur en regardant quelque chose derrière lui. Connor se retourna et vit une femme débraillée s'approcher, le regard fou fixé sur les jumelles. « Vous voilà » articula-t-elle difficilement, visiblement ivre. « Je vous ai cherché partout. »« Maman » crièrent les fillettes à l'unisson, mais Connor nota la peur dans leur voix plutôt que le soulagement. La femme foudroya Connor du regard. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites avec mes filles ? » « J'étais juste. »« Ils nous aidaient, maman, » l'interrompit Lily. « Nous avons faim. » Le visage de la femme se durcit. « Toujours à vous plaindre. Je vous avais dit que je reviendrais, non ?» Elle leur attrapa brutalement les poignets. « Allez, on y va. » Connor, dominant la femme de toute sa hauteur, intervint. « Attendez. Ces enfants ont besoin de nourriture et d'un abri convenable. Ils gèlent dehors. Mêlez-vous de vos affaires, gosses de riches, » cracha-t-elle en remarquant son manteau coûteux. « Ce sont mes enfants. » Quelque chose clochait, et pas qu'un peu. Les regards craintifs des jumelles, leur air malnutri, le comportement agressif de la femme. « Laissez-moi au moins vous donner de l'argent pour manger, » dit Connor en sortant son portefeuille. Les yeux de la femme se plissèrent par l'intérêt. « Combien ?» Alors que Connor sortait plusieurs billets de $100, il croisa le regard d'Emma. Elle secoua subtilement la tête, les larmes au bord des yeux. « En fait, » dit Connor en rangeant son portefeuille, « j'aimerais appeler quelqu'un qui peut vous aider toutes. Les filles ont besoin de soins médicaux. » Le visage de la femme se crispa de rage. « Vous croyez que je ne m'occupe pas d'elles ? Vous croyez mieux savoir que leur propre mère ? » Elle tira les filles vers elle, les faisant gémir. « Très bien, gardez votre argent. Nous n'avons pas besoin de votre charité. » Tandis qu'elle entraînait les jumelles, Emma regarda Connor avec un tel désespoir que cela lui fit physiquement mal. Lily laissa tomber son ours en peluche dans la neige, mais la femme ne s'arrêta pas. Connor ramassa l'ours usé, enlevant la neige. Sans réfléchir, il les suivit, maintenant une distance discrète. Elles tournèrent dans une ruelle, puis une autre, entrant finalement dans un immeuble délabré aux fenêtres cassées. Debout dehors dans l'obscurité grandissante, Connor serra l'ours en peluche et prit une décision. Il appela son assistante. « Sarah, j'ai besoin que vous me trouviez le meilleur avocat spécialisé en protection de l'enfance de la ville. Ce soir. » « Monsieur est ?» Son assistante semblait inquiète. « Tout va bien ?» « Non, » répondit Connor, fixant l'immeuble où les jumelles avaient disparu. « Mais je vais arranger ça. » En raccrochant, Connor remarqua quelque chose de particulier à propos de l'ours en peluche, une petite étiquette cousue à sa patte avec des lettres délavées, propriété de l'hôpital Memoriale. Le même hôpital où Connor était né. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la neige lui parcourut l'échine alors que les pièces d'un puzzle qu'il ne comprenait pas encore commençaient à se mettre en place dans son esprit. Cette nuit-là, Connor ne put dormir. Les visages des jumelles le hantaient, et l'ours en peluche avec l'étiquette de l'hôpital Memorial trônait sur sa table de chevet comme une accusation. Vers 3 heures du matin, il s'assoupit enfin, pour être aussitôt plongé dans un cauchemar. Dans son rêve, il entendait des bébés pleurer, non pas un, mais deux. Il était dans un couloir d'hôpital, courant vers le son, mais le couloir s'étirait sans fin devant lui. Lorsqu'il atteignit enfin une porte et la poussa, il vit sa mère, Catherine, plus jeune qu'il ne l'avait jamais connue, berçant 2 nourrissons. « Ils les emmènent » sanglote-t-elle. « Ils emmènent mes bébés. » Connor se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, ses pyjamas de soie trempés de sueur. Le rêve semblait étrangement réel, plus un souvenir qu'un cauchemar. Sa mère était décédée 5 ans plus tôt d'un cancer, emportant ses secrets avec elle. Son téléphone s'alluma, un message de Sarah. Elle lui avait trouvé une avocate, Diana Morgan, la meilleure avocate de la ville en matière de protection de l'enfance. Ils pouvaient se rencontrer à 9 heures. Incapable de se rendormir, Connor s'habilla et se rendit lui-même à l'hôpital Memorial avant l'aube. Le bâtiment se dressait contre le ciel encore sombre, sa façade moderne dissimulant des décennies d'histoire, y compris sa propre naissance 32 ans plus tôt. La réceptionniste âgée leva les yeux à son approche. « Monsieur, qu'est-ce qui vous amène si tôt ? Rien de grave, j'espère ?» Connor se força à sourire. «
Sa famille avait financé l'aile de l'hôpital, tout le monde savait qui il était. Je cherche juste quelques dossiers de l'hôpital. Les anciens dossiers de ma mère. Son expression s'adoucit. Catherine était une femme merveilleuse. Votre père était fou de joie à votre naissance, vous savez. Jamais vu un homme aussi fier. Mon père, Robert, demanda Connor, surpris. Son père ne lui avait jamais paru du genre sentimental. Oh oui, bien qu'il fît encore fortune à l'époque, pas comme maintenant, avec le nom et sur la moitié des immeubles du centre-ville. Elle se pencha en avant. Il a arpenté ces couloirs pendant des heures pendant que votre mère était en travail. Puis, quand ils l'ont enfin laissé entrer pour vous voir, elle s'interrompit brusquement. Quoi ? Insista Connor. Elle parut mal à l'aise. Oh, rien d'important. De l'histoire ancienne maintenant. Connor sortit l'ours en peluche. Reconnaissez-vous ceci ? Il a une étiquette de l'hôpital Mémorial. Le visage de la réceptionniste devint blême. Où avez-vous trouvé ça ? Alors vous le reconnaissez. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. Nous ne donnons plus ces ours depuis des décennies. C'était pour des cas spéciaux. Des cas spéciaux ? Vous devriez parler au docteur Whitman. Il est ici depuis toujours. Il était chef de l'obstétrique quand vous êtes né. Elle nota un numéro. Il est à la retraite maintenant, mais il fait du bénévolat les mardis et jeudis en pédiatrie. Connor la remercia et retourna à sa voiture, s'arrêtant lorsque son téléphone sonna. C'était Diana Morgan. Monsieur, j'ai examiné la situation que vous avez décrite. Il n'y a aucune trace de jumelles nommées Lily et Emma enregistrées auprès des services sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Connor en montant dans sa voiture. Cela pourrait signifier beaucoup de choses. Soit ce ne sont pas leurs vrais noms, soit quoi ? Soit elles n'existent pas officiellement. Le sang de Connor se glaça. Je dois les retrouver. Monsieur, si vous suspectez une mise en danger d'enfant, nous devrions impliquer les autorités. Pas encore, dit Connor fermement. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe d'abord. Après avoir raccroché, Connor fixa l'ours en peluche sur son siège passager. Puis il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant, une petite déchirure dans la couture de son dos. Soigneusement, il agrandit l'ouverture et en sortit un morceau de papier jauni et plié. D'une main tremblante, il le déplia. À l'encre délavée, il lut 5 mots qui changèrent tout, Catherine. Jumelle. Une a survécu. L'hôpital se profilait dans son rétroviseur alors qu'un terrible soupçon commençait à germer dans l'esprit de Connor. Connor était assis dans sa voiture garée, la note jaunie tremblant entre ses mains. Catherine. Jumelle. Une a survécu. Les implications étaient vertigineuses. Aurait-il pu avoir une jumelle ? Et quel rapport cela avait-il avec les fillettes qu'il avait trouvées ? Il fut surpris par un coup frappé à sa vitre. Diana Morgan se tenait dehors, l'air préoccupé. Elle était plus jeune qu'il ne s'y attendait, la trentaine, avec un regard perçant et une attitude pragmatique. « Monsieur, je pensais que nous nous rencontrions à mon bureau. » Connor lui fit signe de le rejoindre. Alors qu'elle s'installait sur le siège passager, elle remarqua l'ours en peluche et la note. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle. Connor passa la main dans ses cheveux. « Je pense que c'est plus important que 2 fillettes sans abri. Je pense que ça concerne ma famille. » Il lui raconta tout, la rencontre avec les jumelles, l'étiquette de l'hôpital, la note et son rêve troublant. Diana écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus soucieuse. « Vous pensez que ces filles pourraient être liées à votre famille d'une manière ou d'une autre » demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas, mais je dois les retrouver. » Diana étudia la note. « Ce papier est vieux, mais quelqu'un aurait pu le placer là récemment pour vous manipuler. Vous êtes un homme riche, monsieur. Appelez-moi Connor. » Elle hocha la tête. « Connor. J'ai vu des personnes fortunées ciblées par des arnaques impliquant de prétendus parents disparus depuis longtemps. Nous devons être prudents. Je sais ce que j'ai vu. Ces filles. » Sa voix faiblit. Il y avait quelque chose de familier chez elle. Le visage de Diana s'adoucit légèrement. « Je crois que vous avez vu quelque chose qui vous a troublé. Et si des enfants sont en danger, nous devons agir. Mais nous devons le faire intelligemment. » Le téléphone de Connor sonna. Son père. Avec un regard d'excuse à Diana, il répondit. « Connor, où es-tu ? La réunion pour la fusion Collins a commencé il y a 15 minutes. Je m'occupe de quelque chose de personnel, papa. » Personnel ?
La voix de Robert se fit plus cassante. Rien n'est plus important que cette affaire. Nous y travaillons depuis des mois. Je serai là dès que possible, promit Connor, bien qu'il n'eût aucune intention de tenir sa promesse. Après avoir raccroché, il regarda Diana. Mon père ne doit pas savoir ça pour l'instant. Pas tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe. Diana hocha la tête. Compris. J'ai un contact dans la police qui peut nous aider à localiser l'immeuble que vous avez vu sans rendre les choses officielles. Mais d'abord, j'aimerais parler à ce docteur Whitman à l'hôpital. Alors qu'il retournait vers l'entrée de l'hôpital, le téléphone de Connor vibra, un SMS. C'était Sarah, son assistante. Votre père est furieux. Elizabeth Mercey a également appelé, disant « C'est urgent ». Connor se figea. Elizabeth avait été l'amie la plus proche et la confidente de sa mère. Ils avaient perdu contact après la mort de sa mère. Quelque chose ne va pas ? Demanda Diana. Nous devons faire un détour d'abord, dit Connor en lui montrant le message. Elizabeth pourrait savoir quelque chose sur la grossesse de ma mère. 20 minutes plus tard, il s'arrêtait devant une modeste maison en grès brun dans un quartier calme. Elizabeth ouvrit la porte immédiatement, comme si elle les avait guettés. « Connor », dit-elle en l'étreignant chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. » Elle avait maintenant la soixantaine, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs et observateurs. À l'intérieur, Elizabeth versa le thé, les mains tremblantes. « Je vous ai vu aux informations hier soir », expliqua-t-elle. « Vous étiez à l'arrière-plan d'un reportage sur les sans-abri. Vous parliez à deux petites filles. » Connor se pencha en avant. « Les avez-vous reconnues ?» Les yeux d'Elizabeth s'emplirent de larmes. « Pas elle spécifiquement, mais quand j'ai vu votre visage, la façon dont vous les regardiez, j'ai su. Il est temps que tu saches la vérité. » Elle attrapa un vieil album en cuir sur son étagère et le posa sur la table basse. « Ta mère m'a fait promettre de te donner ça si jamais tu commençais à poser des questions. » Elle l'ouvrit pour révéler une image d'échographie légendée jumelle eut 12 semaines. « Mais ça n'a aucun sens, murmura Connor. Pourquoi mes parents auraient-ils caché une jumelle ? L'expression d'Elizabeth s'assombrit. Pas tes parents, Connor. Ton père. Catherine n'a jamais su ce qu'il a fait. Diana et Connor échangèrent un regard alors qu'Elizabeth tournait la page pour révéler une photo de Catherine tenant deux nouveau-nés, le visage rayonnant de joie. Qu'a fait mon père ? Demanda Connor, d'une voix à peine audible. Elizabeth prit une profonde inspiration. Catherine a eu une grossesse difficile. Les médecins l'ont mise au repos alité pendant les derniers mois. Ton père a engagé une infirmière privée, Veronica Blackwood, pour s'occuper d'elle. Connor n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Pendant l'accouchement, il y a eu des complications, continua Elizabeth. Catherine était fortement sédatée. Quand elle s'est réveillée, Robert lui a dit que l'une des jumelles n'avait pas survécu. La voix d'Elizabeth se brisa. Elle était dévastée. Mais ce n'était pas vrai, dit Connor, fixant la photo de sa mère tenant deux bébés en bonne santé. Je n'ai vu cette photo qu'une seule fois, quand Catherine me l'a montrée en secret. À ce moment-là, Robert avait convaincu tout le monde, y compris le personnel de l'hôpital, qu'il n'y avait eu qu'un seul bébé. Toi. Il avait des documents, des certificats de décès. Catherine a commencé à douter de ses propres souvenirs. Pourquoi aurait-il fait ça ? Demanda Diana. Elizabeth eut l'air peinée. Robert bâtissait son empire à l'époque. Il avait fait des affaires douteuses. Il était paranoïaque à l'idée que ses rivaux utilisent sa famille contre lui. Je pense qu'il voyait des jumeaux comme une complication, une vulnérabilité. Alors qu'est-il arrivé à ma jumelle ? Exigea Connor. Catherine croyait que Robert avait arrangé une adoption. Elle a cherché pendant des années, mais s'est heurtée à des murs partout. Quand elle est tombée malade, elle m'a fait promettre de continuer à chercher et de te le dire quand le moment serait venu. Et l'infirmière, Veronica ? Elle a disparu juste après la naissance. Catherine pensait qu'elle était impliquée. L'esprit de Connor s'emballa. Ces petites filles que j'ai trouvées, elles ne peuvent pas être ma jumelle. Ça ne colle pas au niveau du timing. Non, acquiesça Elizabeth. Mais il y a plus. Elle tourna vers une autre page de l'album, montrant un jeune homme qui ressemblait remarquablement à Connor. Voici Thomas. Je l'ai retrouvé il y a 3 ans. C'était ton jumeau. Connor eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Était ? Les yeux d'Elizabeth s'emplirent de larmes. Il est mort dans un accident de voiture peu après que je l'ai localisé. Il n'a jamais su pour toi. Mais avant de mourir ? Sa voix faiblit. Quoi ?
insista Connor. Il avait des filles. Des jumelles. La pièce sembla tourner autour de Connor. Lily et Emma? Je ne connais pas leur nom. Thomas a épousé une femme nommée Melissa. Ils vivaient à Riverside. Quand Thomas est mort, Melissa s'est effondrée, drogue, alcool. J'ai perdu leurs traces jusqu'à ce que je te voie aux informations avec ses filles. Diana sortit son téléphone. Le nom de famille de Thomas? Reynolds. Le nom de sa famille adoptive. Diana tapa rapidement. Thomas Reynolds, décédé il y a 3 ans dans une collision sur l'autoroute 16. Laisse dans le deuil son épouse Melissa et ses filles jumelles, âgées de 2 ans à l'époque. Connor se leva brusquement. Nous devons les retrouver. Maintenant. Connor, avertit Diana, si ce sont tes nièces, nous devons gérer cela avec prudence. Si leur mère est violente ou négligente, nous avons besoin de preuves avant de pouvoir intervenir légalement. Ces filles gelaient et mouraient de faim dans la rue. Je comprends, mais on ne peut pas simplement les prendre. Nous devons monter un dossier. Elizabeth toucha le bras de Connor. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quand Catherine est tombée malade, elle a modifié son testament. Elle a laissé la moitié de sa fortune en fiducie pour son autre enfant ou ses descendants. Robert s'y est opposé mais n'a pu annuler cette disposition. Il y a une fiducie valant des millions qui attend les enfants de Thomas. Le téléphone de Connor vibra de nouveau. Son père appelait pour la 3e fois. Il le mit en sourdine. Robert n'a jamais su que j'avais retrouvé Thomas, ajouta Elizabeth. Mais s'il découvre que tu cherches les filles, la sous-entendue flottait dans l'air. Si Robert avait séparé des jumeaux une fois, que ne ferait-il pas pour protéger son secret maintenant? Je dois retourner à cet immeuble où je les ai vus entrer, dit Connor. Diana hocha la tête. J'ai envoyé un texto à mon contact dans la police. Il nous y retrouvera. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Elizabeth tendit l'album à Connor. Catherine voulait que tu aies ça. Et Connor, sois prudent. Ton père est un homme puissant. Dans la voiture, Connor fixait la photo de Thomas, le frère qu'il n'avait jamais su qu'il avait, dont les filles avaient maintenant besoin de lui. Les pièces se mettaient en place, mais une question restait sans réponse. Si mon père a arrangé l'adoption de mon jumeau, comment les filles de Thomas se sont-elles retrouvées dans la rue avec une femme qui semble les négliger? L'expression de Diana était sombre. C'est ce qui m'inquiète. Si votre père est impliqué là-dedans d'une manière ou d'une autre? La mâchoire de Connor se crispa. Alors ces filles sont en danger encore plus grand que nous ne le pensions. Connor et Diana traversèrent des rues de plus en plus étroites alors que le soir tombait. Les quartiers devenaient de plus en plus délabrés à chaque pâté de maison. Finalement, ils aperçurent une voiture de police garée discrètement près de l'immeuble délabré où Connor avait suivi les filles. Un officier en civil s'approcha alors qu'il se garait. Diana, salua-t-il d'un signe de tête. Ce doit être monsieur et... Merci d'être venu, Jacques, dit Diana. Voici Connor et... Connor, voici l'inspecteur Jacques Martinez. Connor serra la main de l'inspecteur. Avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir de l'immeuble? Plusieurs personnes, confirma Jacques, y compris une femme avec 2 petites filles il y a environ 1 heure. Elles sont entrées mais ne sont pas ressorties. Le cœur de Connor s'emballa. Ce sont elles. Quelle est notre approche? Demanda Diana. Jacques parut inquiet. L'immeuble est condamné, mais des squatteurs l'occupent. Ce n'est pas sûr, surtout pour des enfants. Je peux vérifier le bien-être des mineurs, procédure standard. Et si ce sont mes nièces? Demanda Connor. Nous documentons les conditions. Si elles sont dangereuses, nous pouvons retirer les enfants temporairement pendant que nous enquêtons. Et ensuite, insista Connor. Diana lui toucha le bras. Ensuite, nous demandons la garde d'urgence en fonction de votre lien de parenté, en attendant un arrangement plus permanent. Connor hocha la tête, essayant de calmer ses émotions tumultueuses. Ils s'approchèrent de l'immeuble, Jacques en tête. La porte d'entrée manquait, remplacée par une couverture sale pendue à des clous. À l'intérieur, l'obscurité n'était rompue que par des bougies vacillantes et des feux de fortune dans des poubelles métalliques. L'odeur était esséurante, moisissure, excréments humains et nourriture en décomposition. Jacques montra son insigne à un homme surpris qui disparut rapidement dans un escalier délabré. « Quel étage ?» demanda Jacques. « Je ne sais pas » admit Connor. « Je ne les ai suivis que jusqu'à l'immeuble. »« Nous allons commencer par le bas » décida Jacques. Ils se déplacèrent prudemment au premier étage, Jacques annonçant la présence de la police.
Ils trouvèrent plusieurs sans-abri, mais aucun signe des jumelles. Au deuxième étage, ils entendirent des voix d'enfants provenant de derrière une porte renforcée de contreplaqué. Jacques frappa fermement. « Police, ouvrez !» Après une pause, la porte s'entrebâilla. La femme que Connor avait vue avec les jumelles jeta un coup d'œil, ses yeux injectés de sang s'écarquillèrent à la vue de Connor. « Vous, siffla-t-il. Vous avez appelé les flics. »« Madame, je suis l'inspecteur Martinez. Nous effectuons une vérification du bien-être des enfants résidant ici. »« Mes enfants vont bien, » lança-t-elle en essayant de fermer la porte, mais Jacques la bloqua avec son pied. « Je dois les voir, madame. » Derrière elle, Connor pouvait voir les jumelles blotties sur un matelas sale dans un coin de la pièce. Il n'y avait aucun meuble, aucune nourriture visible, et la fenêtre unique était cassée, recouverte de carton qui ne faisait guère obstacle au froid hivernal. « Emma ? Lily ?» appela Connor. Les deux fillettes levèrent les yeux, la reconnaissance brillant dans leurs prunelles. « Vous les connaissez ? demanda Jacques. « Ce sont mes nièces, affirma Connor. Les filles de mon frère jumeau. » La femme rit durement. « Frère jumeau ? Bien essayé, gosse de riche. Je suis leur mère. »« Êtes-vous Melissa Reynolds ? demanda Diana. Le visage de la femme changea. « Qui demande ? » Je suis une avocate représentant Monsieur Hay. Nous savons pour Thomas Reynolds. À la mention de Thomas, l'hostilité de la femme faiblit. Que voulez-vous ? Aider les filles, dit Connor. Et vous, si vous nous le permettez. Jacques avait inspecté la pièce avec une inquiétude croissante. Madame, je ne peux pas autoriser des enfants à rester dans ces conditions. Ce n'est pas sûr. Vous ne prendrez pas mes filles, cria-t-elle en se jetant vers les filles. Maman, gémit Emma. Connor prit une décision rapide et s'avança. Melissa, s'il vous plaît. Je suis le frère de Thomas. Je ne savais pas pour lui jusqu'à aujourd'hui. Je veux aider ses filles. Elles sont aussi ma famille. Thomas n'a jamais mentionné de frère, dit-elle, méfiante. Il ne savait pas. Nous avons été séparés à la naissance. Quelque chose dans l'expression de Connor dut la toucher, car les épaules de Melissa s'affaissèrent. Je n'en peux plus, murmura-t-elle. Après la mort de Thomas, tout s'est écroulé. Laissez-nous vous aider, insista Connor. Les filles peuvent avoir un endroit chaud où rester, de la nourriture, des vêtements. Et vous pouvez obtenir l'aide dont vous avez besoin. Melissa regarda ses filles, puis de nouveau Connor. Vous lui ressemblez tellement, dit-elle doucement. Il avait vos yeux. À ce moment de vulnérabilité, Jacques intervint. Mademoiselle Reynolds, je dois emmener les enfants dans un endroit sûr ce soir. Vous pouvez venir au poste pour discuter des arrangements. Melissa hocha lentement la tête, la défaite évidente dans sa posture. Laissez-moi leur parler d'abord. Elle s'agenouilla à côté des jumelles, leur chuchotant quelque chose. Les deux fillettes se mirent à pleurer, s'accrochant à leur mère. C'est juste pour un petit moment, promit Melissa, sa propre voix se brisant. Ce gentil monsieur est le frère de votre papa. Il va prendre soin de vous. Connor sentit des larmes lui piquer les yeux alors qu'Emma levait les yeux vers lui, son petit visage ressemblant tant aux photos de Thomas dans l'album. « Tu as aussi les yeux de mon frère », dit-il doucement en s'accroupissant à leur niveau. Toutes les deux. Quelques heures plus tard, Connor était assis dans une pièce austère au poste de police, regardant Lily et Emma dévorer des repas chauds provenant du restaurant d'en face. Propres maintenant, après les soins attentifs d'une gentille policière, leurs cheveux blonds identiques brillaient sous les néons. L'inspecteur Martinez avait organisé une garde d'urgence temporaire pendant que Diana s'occupait des formalités juridiques. Elle ressemble tellement aux photos de Thomas, dit Connor à voix basse à Diana. Les tests ADN confirmeront tout, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes, répondit-elle en regardant les filles avec un sourire doux. Melissa avait été emmenée dans une autre pièce pour interrogatoire et évaluation médicale. Le premier bilan était sombre, grave problème d'addiction et possibles troubles mentaux. Connor se sentait partagé, colère contre elle pour avoir négligé les filles, mais aussi sympathie pour une femme qui avait perdu son mari et sombré dans le désespoir. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda-t-il à Diana. « Cela dépend d'elle. Si elle accepte un traitement et montre un engagement à se rétablir, elle pourrait éventuellement récupérer la garde ou au moins un droit de visite. Mais les filles ont besoin de stabilité maintenant. » Emma leva les yeux de ses nuggets de poulet. « Notre maman a des ennuis ?» Connor s'assit à côté d'elle. « Ta maman est malade et les médecins vont l'aider à aller mieux. » Elle pleure beaucoup, offrit Lily, sa voix menue mais claire,
depuis que papa est allé au ciel. Connor déglutit difficilement. Je parie que votre papa était merveilleux. Les deux fillettes hochèrent la tête solennellement. Il faisait les meilleurs tours sur son dos, dit Emma. Et il pouvait faire des pancakes en forme d'animaux, ajouta Lily. Connor sourit, savourant ces minuscules aperçus du frère qu'il n'avait jamais connu. J'aimerais tout savoir sur lui un jour. Une travailleuse sociale entra, se présentant comme Madame Reeves. Nous devons documenter l'état physique des enfants, expliqua-t-elle. Procédure standard dans les cas de négligence. Tandis que Madame Reeves examinait doucement les filles, vérifiant les blessures ou les signes de maltraitance, Connor et Diana attendaient anxieusement. Les jumelles semblaient habituées à être examinées, répondant aux questions de la travailleuse sociale avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Lily, peux-tu me montrer à nouveau ta tâche de naissance ? Demanda Madame Reeves en prenant des notes sur son presse-papier. L'attention de Connor s'aiguisa alors que Lily baissait le col de son sweatshirt emprunté, révélant une marque en forme de croissant sur son épaule. Emma a la même, annonça fièrement Lily. Nous sommes identiques. Emma hocha la tête, montrant sa marque assortie. Connor sentit la pièce tanguer autour de lui. D'une main tremblante, il déboutonna le col de sa chemise et l'écarta pour révéler une marque de naissance identique en forme de croissant sur sa propre épaule. Madame Reeves regarda alternativement Connor et les filles, son attitude professionnelle momentanément oubliée. C'est remarquable. Diana le fixa. Connor, tu n'as jamais mentionné ça. Je ne pensais pas. Sa voix le trahit. Cette preuve physique de leur lien le frappa plus puissamment que n'importe quel document. Emma s'approcha lentement, sa petite main tendue pour toucher sa tache de naissance. Comme la nôtre, murmura-t-elle. Oui, dit Connor, la voix étranglée par l'émotion. Exactement comme la vôtre. Lily rejoignit sa sœur, étudiant attentivement le visage de Connor. Tu ressembles à papa, mais tes yeux sont plus tristes. Connor ne put retenir ses larmes plus longtemps. J'aurais aimé connaître votre papa. J'aurais aimé savoir que j'avais un frère. Hésitante, Emma puis Lily grimpèrent sur ses genoux. Connor les serra doucement, ces précieux fragments du jumeau qu'il n'avait jamais connu, le cœur débordant d'une protection féroce. Madame Reeves s'éclaircit la gorge, visiblement émue. Monsieur, étant donné les circonstances et le lien familial évident, je vais vous recommander pour un placement d'urgence au sein de la famille. Les filles peuvent rentrer chez vous ce soir, en attente de l'approbation du tribunal. Merci, murmura Connor, n'osant pas en dire plus. L'inspecteur Martinez entra avec des nouvelles. Melissa a accepté un programme de traitement en internat de 30 jours. Elle signe les documents de garde temporaire volontaire en ce moment même. Pendant que les adultes discutaient de logistique, Connor sentit une petite main sur sa joue. Lily l'étudiait attentivement. « Es-tu notre oncle » demanda-t-elle. « Oui » répondit Connor. « Je suis le frère de votre papa. Allons-nous vivre avec toi maintenant » La voix d'Emma était pleine d'espoir mais incertaine. Connor croisa leurs regards bleus identiques, les yeux de son frère le regardant. « Si c'est ce que vous voulez. J'ai une très grande maison avec beaucoup de place. »« As-tu des jouets » demanda Lily, les préoccupations pratiques prenant le dessus. Connor sourit à travers ses larmes. « Pas encore, mais nous pouvons arranger ça demain. » Les deux fillettes hochèrent la tête sérieusement, comme si elles concluaient une négociation commerciale. Puis Emma s'appuya contre sa poitrine, son petit corps se détendant d'épuisement. Lily suivit son exemple, en quelques minutes, toutes deux dormaient dans ses bras. Diana regarda la scène, les yeux brillants. « Elles te font déjà confiance. »« Je ne les décevrai pas, » jura Connor en regardant ses nièces. « Je ne décevrai pas Thomas. » Connor transporta les jumelles endormies de sa voiture à son appartement terrasse, leur petit corps léger dans ses bras. Madame Reeves suivit avec leurs maigres affaires dans un sac en plastique. Les ours en peluche, une photo écornée de Thomas et un livre pour enfants usés. « Je passerai demain » promit-elle en partant. « Les services de l'enfance inspecteront votre domicile dans les 48 heures. » Seul avec ses nièces, Connor regarda son appartement minimaliste immaculé d'un œil nouveau. Les meubles épurés, l'art abstrait et les surfaces impeccables lui parurent soudain froids et peu accueillants pour des enfants. Demain, il devrait acheter des lits, des vêtements, des jouets, tout ce dont deux fillettes de 5 ans pourraient avoir besoin. Pour ce soir, il les déposa doucement sur son lit king size, toujours enveloppé dans les couvertures du poste de police. Il les regardait dormir lorsque son téléphone vibra, un SMS de son père. Réunion demain 8 heures.
Aucune excuse. Connor mit son téléphone en sourdine. Demain apporterait ses propres batailles. Pour l'instant, il avait besoin de repos. Il se réveilla à l'aube et trouva Lily le fixant à quelques centimètres de distance. Il s'était endormi sur une chaise à côté du lit. « Ta maison est très grande, murmura-t-elle. « Bonjour à toi aussi, sourit Connor. « Emma dort encore, rapporta TL. « J'ai faim. » Connor réalisa qu'il n'avait pas de nourriture adaptée aux enfants. « Et si on commandait le petit déjeuner ?» Lily hocha la tête solennellement. « Des pancakes, comme papa en faisait. » Absolument. Au moment où Emma se réveilla, les pancakes avaient été livrés et Connor recevait une éducation détaillée de Lily sur les formes d'animaux appropriées. « Papa faisait les meilleurs pancakes éléphants », expliqua-t-elle en démontrant avec sa fourchette. Emma entra en se frottant les yeux. « Où est maman ?» Connor l'assit doucement sur une chaise. « Tu te souviens ? Maman est avec des médecins qui l'aident à aller mieux. » Emma hocha la tête, mais sa lèvre inférieure trembla. Connor ajouta rapidement, « Et nous allons faire du shopping aujourd'hui pour tout ce dont vous avez besoin, les filles. » « Des nouveaux ours en peluche ?» demanda Emma, pleine d'espoir. « Si vous voulez. »« Mais qu'en est-il de ceux-ci » Connor désigna leurs ours usés. « Ils sont spéciaux », expliqua Lily en prenant une bouchée de pancakes. « C'est papa qui nous les a donnés. » Connor hocha la tête, comprenant. « Alors nous les garderons pour toujours. » Après le petit déjeuner, Connor fut confronté à un dilemme. Il ne pouvait pas manquer une autre journée de travail sans explication, mais il ne pouvait pas laisser les filles. Il envisageait des options lorsque la sonnette retentit. À sa grande surprise, Frank, le chauffeur de longue date de sa famille, se tenait dehors. « Monsieur Connor » dit Frank avec une légère inclination. « C'est mademoiselle Elisabeth qui m'envoie. Elle pensait que vous auriez peut-être besoin d'aide aujourd'hui. » Connor le fixa, incertain. Frank travaillait pour son père depuis des décennies. Pouvait-il lui faire confiance ? Percevant son hésitation, Frank baissa la voix. « Je suis au courant pour Thomas depuis sa naissance, monsieur. J'ai conduit votre mère le voir en secret plusieurs fois quand il était enfant. J'attendais ce jour. » Connor eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Vous saviez, pendant tout ce temps ?» Frank hocha la tête, le visage buriné et solennel. « Votre mère me faisait confiance. Je l'ai aidé à suivre la trace de Thomas jusqu'à ce que nous le perdions à 18 ans, quand il a changé de nom. Elle n'a jamais su qu'il l'avait retrouvé. » Connor étudia l'homme qui l'avait conduit à l'école pendant des années, sans jamais faire allusion au secret qu'il gardait. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? » « Ce n'était pas mon rôle, monsieur. Mais maintenant que vous savez ?» Frank fit un geste subtil vers l'appartement où les jumelles étaient visibles, mangeant des pancakes. « Je suis là pour aider. » Connor prit une décision en une fraction de seconde. « Entrez. Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Ou plutôt, deux quelqu'une. » À l'intérieur, les jumelles levèrent les yeux, curieuses. « Les filles, voici monsieur Frank. C'était un bon ami de votre grand-mère. » Le sang-froid professionnel de Frank se fissura en regardant les jumelles. « Elles ont le sourire de Catherine, dit-il doucement. Et les yeux de Thomas. » Emma le scruta. « Êtes-vous un chauffeur ? Vous avez une casquette de chauffeur. » Frank s'agenouilla à sa hauteur, retirant respectueusement sa casquette. « Oui, mademoiselle. J'ai conduit votre grand-mère pendant de nombreuses années, et votre oncle aussi. »« Pouvez-vous nous conduire » demanda Lily, excitée. Frank regarda Connor pour obtenir la permission. « Nous devons aller faire du shopping », confirma Connor. « Et ensuite à mon bureau. Je ne peux pas manquer une réunion du conseil avec mon père aujourd'hui. »« Je comprends, monsieur. La voiture attend quand vous serez prêt. » Alors qu'il se préparait à partir, Frank murmura, « Votre père ne sait pas que je suis ici. » Mademoiselle Elisabeth a pensé que c'était mieux ainsi. Connor hocha la tête, reconnaissant pour ses alliés inattendus qui avaient protégé les secrets de sa mère pendant des années. Pour la première fois, il sentit qu'il n'affrontait pas cela seul. « Merci, Frank, » dit-il en regardant les jumelles enfiler leurs manteaux élimés. « Pour tout. » Les yeux de Frank brillèrent. « J'ai fait une promesse à votre mère, monsieur. J'ai l'intention de la tenir. » La journée se déroula comme un tourbillon. D'abord, une expédition shopping où Connor apprit rapidement que les fillettes de 5 ans avaient des opinions bien arrêtées sur tout, des chaussures aux brosses à dents. Frank attendit patiemment pendant qu'il remplissait la voiture de vêtements, de jouets et de meubles pour enfants à livrer immédiatement.
Je n'ai jamais autant dépensé en vêtements de ma vie, remarqua Connor en quittant le grand magasin. Vous auriez dû voir votre mère faire du shopping pour vous, répondit Frank avec un sourire rare. Elle dévalisait des rayons entiers pour enfants. Ces aperçus désinvoltes de la vie de sa mère, la vie qu'il avait connue mais qu'il n'avait en quelque sorte pas pleinement vue, procurèrent à Connor une douleur douce amère. Au moment où ils atteignirent la tour étincelante de Investement, les jumelles portaient joyeusement de nouvelles robes et manteaux bleus assortis. Connor avait demandé à son assistante de préparer la salle de conférence adjacente à son bureau avec des livres de coloriage, des puzzles et une télévision avec des programmes pour enfants. Sarah, voici mes nièces, Lily et Emma, présenta Connor à leur arrivée. Elles resteront dans la salle de conférence pendant ma réunion. Le sang-froid professionnel de Sarah vacilla un instant. Des nièces? Je ne savais pas que vous aviez? C'est un développement récent, l'interrompit Connor avec aisance. Frank restera avec elle, bien sûr. Sarah hocha la tête, se reprenant rapidement. Le conseil d'administration est déjà réuni dans la salle de conférence principale. Votre père a demandé de vos nouvelles 3 fois. Connor s'agenouilla au niveau des jumelles. Je dois aller à une réunion maintenant. Pouvez-vous être sage pour monsieur Frank? Toutes deux hochèrent la tête solennellement. Lily murmura, ton papa est méchant? Connor fut surpris par sa perspicacité. Pourquoi demandes-tu ça? Tu as l'air effrayé, observa Emma. Je n'ai pas peur, les assura Connor, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai. Juste occupé. Je reviens bientôt. En se dirigeant vers la salle du conseil, Connor se prépara mentalement. Il n'avait pas préparé ce qu'il allait dire à son père. Devait-il le confronter immédiatement ou attendre? La décision fut prise pour lui lorsque Robert entra dans le couloir. « Où diable étais-tu » exigea Robert, puis se figea en apercevant les jumelles au bout du couloir, visibles à travers les parois vitrées de la salle de conférence. Le visage de Robert se vida de toutes couleurs. « Qu'est-ce qu'elles font ici » Connor observa son père, l'homme qui l'avait séparé de son jumeau, qui avait menti à sa mère pendant des décennies. « Vous les reconnaissez » Ce n'était pas une question. Robert attrapa le bras de Connor, le tirant dans un bureau vide voisin. « Qui sont-elles » exigea-t-il, la voix dangereusement basse. « Vous savez exactement qui elles sont, » répondit Connor, se surprenant lui-même par son calme. « Ce sont les filles de Thomas. » Le sang-froid de Robert se fissura. « Qui t'a parlé de Thomas? Est-ce que ça a de l'importance? Je sais tout. Je sais que tu nous as séparés à la naissance. Je sais que tu as menti à maman toute sa vie. Je sais que Thomas est mort il y a 3 ans, sans jamais savoir qu'il avait un frère. » Robert arpentait la pièce, sa prestance autoritaire habituelle fragmentée par la panique. « Tu ne comprends pas. J'ai fait ce qui était nécessaire. » « Nécessaire ?» Le calme de Connor vola en éclats. « Tu m'as volé mon frère. Tu as volé un fils à maman. Quelle justification possible? Je protégeais cette famille. » La voix de Robert monta. « J'avais des ennemis qui auraient utilisé la moindre faiblesse contre moi. Des jumeaux auraient été une cible. » « C'est insensé, le coupa Connor. Tu n'as protégé personne. Tu as détruit notre famille. » Les yeux de Robert se durcirent. « Ce que j'ai construit t'a fourni tout. Tu n'as jamais manqué de rien. » « Sauf d'un frère, » dit Connor doucement. « Sauf de la vérité. » Robert jeta un nouveau coup d'œil vers la salle de conférence. « Ces enfants, es-tu certain qu'elles sont de lui? » « Elles ont notre tâche de naissance, » dit Connor. « Et elles sont le portrait craché de Thomas d'après les photos que j'ai vues. Les tests ADN sont en cours. » Robert s'affaissa sur une chaise. Un instant, il parut vieux et abattu. Ce n'était jamais censé en arriver là. Thomas a été adopté par une bonne famille. Il était censé avoir une belle vie. Et l'a-t-il eu? Le savez-vous seulement? Je me suis assuré qu'il ait des opportunités. Des dons anonymes à son fonds universitaire, des relations pour de bons emplois. Vous l'espionniez, dit Connor, incrédule. Je gardais un œil sur lui, corrigea Robert. De loin. Mais je l'ai perdu de vue après l'université, quand il a changé de nom. Connor reconstitua la chronologie. Alors vous ne saviez pas qu'il était mort? Qu'il avait des enfants? Robert secoua la tête, un chagrin sincère traversant son visage. Je les aurais aidés. Comme vous l'avez aidé? En le volant à sa mère et à son frère? Connor ne put s'empêcher de laisser percer l'amertume dans sa voix. J'ai fait ce que je pensais être juste, insista Robert,
bien que sa conviction semble affaiblir. Catherine n'était pas en état de s'occuper de jumeaux. Elle souffrait d'une grave dépression postpartum. Je pensais qu'elle irait mieux avec un seul. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision, dit Connor. Non, admit Robert à voix basse. Ce n'était pas à moi. Ce rare aveu de culpabilité de la part de son père laissa Connor momentanément sans voix. Robert se reprit, le masque de PDG reprenant sa place. Que as-tu l'intention de faire de ces enfants? Ce sont mes nièces. On m'a accordé la garde temporaire pendant que leur mère suit un traitement. Un traitement? Pour addiction? Elle s'est effondrée après la mort de Thomas. Robert absorba cela, puis demanda, et la réunion du conseil? La fusion Collins? Peut attendre, dit Connor fermement. Ces filles ne peuvent pas. À sa surprise, Robert hocha la tête. Je m'occuperai du conseil. Prends ta journée. Alors que Connor se tournait pour partir, Robert ajouta, Connor? Ne leur dis pas qui je suis. Pas encore. Connor s'arrêta à la porte. Je n'ai pas l'intention de le faire. Elles ont déjà subi assez de traumatismes. Merci, dit Robert si bas que Connor l'entendit à peine. En retournant à la salle de conférence, Connor se sentit étrangement soulagé. La confrontation qu'il avait redoutée était terminée, bien qu'il sût que ce n'était que le début d'un long et compliqué processus. Quand il entra, les jumelles levèrent les yeux de leur livre de coloriage. C'était une réunion rapide, observa Lily. Nous rentrons à la maison, annonça Connor. Déjà? Emma parut déçue, brandissant son dessin à moitié terminé. Tu pourras le finir à la maison, promit Connor. Et nous commanderons des pizzas pour le déjeuner. Les deux fillettes applaudirent, rassemblant leurs nouvelles affaires. Frank s'approcha. Tout va bien, monsieur? Connor regarda en direction du bureau de son père. Non. Mais peut-être que ça ira. En partant, Connor remarqua Robert qui observait de loin, l'expression indéchiffrable, tandis qu'il regardait son fils avec les enfants de son frère. Un instant, leurs regards se croisèrent à travers l'étendue du hall moderne, père et fils séparés par des décennies de secrets, mais reliés par les deux petites filles qui tenaient la main de Connor. 3 jours plus tard, Connor était assis dans le bureau de Diana, examinant les résultats des tests ADN qui confirmaient ce qu'il savait déjà. Lily et Emma étaient bien ses nièces, les filles de son frère jumeau. Les fillettes s'étaient installées chez lui avec une adaptabilité remarquable, et Connor apprenait rapidement l'art des bains, des histoires du soir et de la gestion de jumelles identiques capables d'échanger leur place pour dérouter les adultes. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Connor, tenant les documents officiels. Diana se pencha en arrière dans son fauteuil. Nous déposons une demande de garde permanente. Étant donné les circonstances, vous avez un dossier solide en tant que leurs plus proches parents vivants. Et Melissa? Elle se porte bien en traitement, selon son assistante sociale. Elle demandera probablement un droit de visite à terme. Diana étudia Connor. Vous y opposeriez-vous? Connor secoua la tête. Non. Malgré tout, c'est leur mère. Elle l'aime. Diana sourit approbatrice. C'est la bonne réponse. Les juges des affaires familiales apprécient cette attitude. Leur conversation fut interrompue par le téléphone de Connor. C'était Frank. Monsieur, il y a une femme à votre immeuble qui exige de voir les enfants. Elle prétend être leur infirmière. Connor fronça les sourcils. Leur infirmière? Les filles n'avaient jamais mentionné d'infirmière. Elle est assez insistante, monsieur. La sécurité la retient dans le hall. J'arrive, dit Connor en se levant déjà. Diana, pouvez-vous venir avec moi? Cela semble étrange. 20 minutes plus tard, ils arrivaient à l'immeuble de Connor. Dans le hall en marbre, des gardes de sécurité encadraient une femme âgée en tailleur pantalon blanc, ses cheveux argentés tirés en un chignon serré. Quelque chose chez elle semblait vaguement familier à Connor. Monsieur, dit-elle à son approche. J'ai essayé de vous joindre. Qui êtes-vous? Demanda Connor avec prudence. Veronica Blackwood, répondit-elle. J'étais l'infirmière privée de votre mère pendant sa grossesse. Connor eut l'impression d'avoir été frappé. Veronica Blackwood. L'infirmière qui avait aidé à séparer les jumeaux. La façade composée de la femme se fissura légèrement. C'est ce qu'on vous a dit? Que j'ai aidé à vous séparer de votre frère? N'est-ce pas? Les yeux de Veronica brillèrent d'indignation. J'ai essayé de l'empêcher. Votre mère savait qu'elle avait des jumeaux. Je le lui ai confirmé, malgré ce que les médecins payés par votre père lui disaient.
Quand elle est entrée en travail, il y a eu des complications. Elle a eu besoin d'une césarienne d'urgence et ils l'ont mise sous anesthésie générale. Quand elle s'est réveillée, un bébé avait disparu. Et vous n'avez rien fait? La voix de Connor monta. J'ai fait tout ce que j'ai pu, siffla Veronica. Votre père m'a fait renvoyer, menacé de voir ma licence d'infirmière révoquée si jamais je contactais Catherine. J'ai passé des années à essayer de retrouver où il avait envoyé votre frère. Diana s'avança. Pourquoi apparaître maintenant, après toutes ces années? Je surveillais, dit Veronica. Quand j'ai vu un reportage sur Connor et avec 2 petites filles, j'ai su. Ce sont les filles de Thomas, n'est-ce pas? Connor l'étudia avec méfiance. Comment pourriez-vous même les reconnaître? Comment saviez-vous pour Thomas? Parce que je l'ai retrouvé, dit Veronica. Il y a 10 ans. Je ne pouvais pas le contacter directement, les gens de votre père surveillaient toujours. Mais j'ai gardé un œil sur lui. Quand il est mort? Sa voix faiblit. J'ai essayé d'aider Melissa et les filles, mais elle m'a repoussé. Pourquoi devrais-je vous croire? Exigea Connor. Veronica plongea la main dans son sac et en sortit un petit journal relié en cuir. Le journal de votre mère, de sa grossesse. Elle me l'a donné en lieu sûr quand elle a soupçonné votre père de lui cacher des choses. Connor prit le journal, les mains tremblantes, reconnaissant l'écriture de sa mère sur la première page. Lisez-le, insista Veronica. Ensuite, décidez si je dis la vérité. Connor feuilleta les pages des pensées intimes de sa mère, sa joie d'attendre des jumeaux, sa confusion lorsque les médecins insistèrent plus tard sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Puis il trouva une entrée datée de 3 jours après sa naissance. Veronica a confirmé mes soupçons. Il y avait 2 battements de cœur, 2 bébés. C'est la seule en qui je puisse avoir confiance. Robert me cache quelque chose de terrible. S'il m'arrive quelque chose, Veronica a promis de retrouver mon autre fils. Connor leva les yeux, sa colère s'estompant. Elle vous a confié sa vie. Et ses fils, confirma Veronica. Je l'ai déçue pendant des années. Mais quand j'ai enfin retrouvé Thomas, elle plongea de nouveau la main dans son sac, produisant une photographie d'une Veronica plus jeune tenant des jumelles nouveau-nées. J'étais là quand ces petites sont nées. Melissa m'a permis de l'aider au début, avant que les choses ne tournent mal. Connor fixa la photographie, les pièces se mettaient en place. Vous avez veillé sur la famille de mon frère pendant tout ce temps. J'ai essayé, corrigea Veronica. Après la mort de votre mère, j'avais moins de ressources. Et quand Thomas est mort, Melissa a sombré rapidement. Elle m'a exclu. Diana toucha le bras de Connor. Cela pourrait tout changer au tribunal. C'est un témoin à la fois de la séparation originelle et de la petite enfance des filles. Connor hocha lentement la tête, regardant cette femme qui représentait encore un autre fil le reliant à son frère perdu. Nous devrions continuer cette conversation à l'étage. Les filles se souviennent peut-être de vous. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Veronica dit à voix basse, elle m'appelait Nonavi. Au moment où Veronica entra dans l'appartement de Connor, la réaction des jumelles confirma son histoire. Nonavi, crièrent-elles à l'unisson, se précipitant vers elle avec une joie que Connor n'avait pas encore vue chez elle. Veronica s'agenouilla malgré son âge, étreignant les 2 filles avec force. Mes chéries, murmura-t-elle, son sang-froid professionnel se fissurant alors que les larmes emplissaient ses yeux. Je me suis fait tant de soucis. Tu connais Nonavi? Demanda Emma à Connor, son petit visage illuminé de bonheur. Nous venons de nous rencontrer, expliqua doucement Connor. Mais elle connaissait ma mère, votre grand-mère. Pendant que les jumelles montraient à Veronica leurs nouveaux jouets et vêtements, Diana attira Connor à part. Cela change notre stratégie, murmura-t-elle. Veronica n'est pas seulement un lien avec le passé des jumelles, mais un témoin de la tromperie de votre père. Elle pourrait être cruciale au tribunal. Connor hocha la tête, songeur. Mais exposer publiquement les actions de mon père est-il la meilleure chose pour les filles? C'est quelque chose que vous devez décider, reconnut Diana. Mais avoir le témoignage de Veronica dans notre manche nous donne un avantage. Plus tard, les jumelles installées pour une sieste, épuisées par l'excitation des retrouvailles avec leur nonna, Connor et Veronica s'assirent dans son salon, le journal de Catherine entre eux. Parlez-moi de ma mère, dit Connor. De qui elle était vraiment? Les yeux de Veronica s'adoucirent de souvenirs. Catherine était extraordinaire. Intelligente, gentille et férocement protectrice. Quand elle a soupçonné votre père de cacher la vérité sur sa grossesse, elle s'est confiée à moi. Nous sommes devenus des sortes de conspiratrices.
Et après ma naissance? N'a-t-elle jamais cessé de chercher votre frère? Pendant des années. Elle a collecté des indices, suivi des pistes qui semblaient toujours s'évanouir. Votre père était méticuleux pour brouiller les pistes. Connor peinait à concilier cette image de sa mère déterminée avec la femme élégante, parfois distante, qu'il avait connue. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Elle craignait pour ta sécurité, expliqua Véronica. Robert avait clairement fait comprendre qu'il y aurait des conséquences si elle poursuivait la vérité ouvertement. Elle prévoyait de te le dire quand tu aurais 30 ans, quand tu serais assez établi pour tenir tête à ton père si nécessaire. Elle est morte avant de pouvoir le faire. Connor réalisa, une douleur le transperçant. Oui. Sur son lit de mort, elle m'a fait promettre de continuer à chercher. La voix de Véronica s'étrangla. Retrouver Thomas fut à la fois un triomphe et un crève-cœur. Il lui ressemblait tellement. Le même rire, la même compassion. Savait-il pour moi? Non. J'observais de loin, par des relations mutuelles. Je rassemblais mon courage pour l'approcher directement quand sa voix faiblit. L'accident, termina Connor. Véronica hocha la tête. Après ça, j'ai essayé de soutenir Mélissa et les filles, mais le chagrin de Mélissa la rendit méfiante envers tout le monde. Quand elle a commencé à consommer des drogues, j'ai essayé d'intervenir. Elle m'a complètement exclu. La sonnette les interrompit. La voix de Frank retentit à travers l'interphone. Monsieur Connor, votre père est là. Connor et Véronica échangèrent des regards alarmés. Mon père? Il est assez insistant, monsieur. Connor prit une décision rapide. Laissez-le monter, mais ne mentionnez pas Madame Blackwood. Quelques minutes plus tard, Robert entra dans l'appartement avec son autorité habituelle, puis se figea à la vue de Véronica. Vous, murmura-t-il, le sang quittant son visage. Bonjour, Robert, dit froidement Véronica. Ça fait 32 ans. Robert regarda Connor. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle comble les vides dans votre histoire, répondit Connor. Comme la façon dont vous avez menacé sa licence si elle parlait à maman de ses jumeaux. La mâchoire de Robert se crispa. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger cette famille. En traumatisant votre femme? En séparant des frères? Le défia Connor. Tu ne peux pas comprendre les pressions que je subissais, insista Robert. Je bâtissais un empire à partir de rien. Les ennemis rôdaient. Une grossesse compliquée, des jumeaux? C'était trop pour la santé de Catherine. Argumenta Connor. J'essayais de vous protéger tous, maintint Robert, mais sa voix manquait de conviction. Véronica se leva, faisant face directement à Robert. Vous vous protégiez vous-même, Robert. Votre réputation, vos ambitions. Catherine était plus forte que vous ne l'avez jamais cru. Pour la première fois dans la mémoire de Connor, son père parut sans voix. Derrière lui, une petite voix se fit entendre depuis le couloir. Oncle Connor, c'est qui, le monsieur en colère? Les trois adultes se tournèrent et virent Lily, debout en pyjama, Emma apparaissant derrière elle. Connor se déplaça rapidement vers les jumelles. C'est un associé, improvisa-t-il. Il s'en va. Robert fixa ses petites filles, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. Sans un mot de plus, il se retourna et sortit. C'est le méchant monsieur qui t'a enlevé papa? Demanda innocemment Emma. Connor s'agenouilla à côté d'elle, abasourdi par sa perspicacité. Qu'est-ce qui te fait demander ça? J'ai entendu Nona parler, admit Emma. Elle a dit, quelqu'un t'a enlevé ton frère. C'est notre papa, non? Connor leva les yeux vers Véronica, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Prenant une profonde inspiration, il choisit l'honnêteté. Oui, dit-il doucement. Votre papa était mon frère, et j'aurais aimé plus que tout au monde l'avoir connu. Les jours suivants établirent un nouveau rythme dans la vie de Connor. Avec l'aide de Véronica, les jumelles s'installèrent dans une routine stable. Connor prit un congé de investement, donnant la priorité à la procédure de garde et apprenant à connaître ses nièces. Véronica s'installa dans la chambre d'amis, offrant une présence rassurante aux filles et une mine d'histoire sur leur père et leur grand-mère. Connor n'avait pas eu de nouvelles de Robert depuis leur confrontation. Diana l'assura que c'était avantageux. Si Robert s'opposait à l'accord de garde, il aurait déjà agi. Puis, un matin, Connor reçut un appel inattendu de Patricia, l'adjointe de direction de son père. « Monsieur, votre père vous demande de venir au bureau immédiatement. Il dit que c'est urgent et que cela concerne les enfants. » Les instincts de Connor s'éveillèrent.
A-t-il dit de quoi il s'agissait spécifiquement? Non, monsieur. Mais il n'est pas seul. Madame Vanessa Clark est avec lui. Connor se tendit. Vanessa était la conseillère juridique de son père, une femme en qui il n'avait jamais eu confiance. Dites-lui que je serai là dans 1 heure. Après s'être arrangé pour que Veronica et Frank restent avec les jumelles, Connor se dirigea vers la tour, Diana l'accompagnant pour un soutien juridique. Quelque chose cloche, confia Connor alors qu'il montait dans l'ascenseur. Mon père ne fait pas de geste de réconciliation. Souvenez-vous, nous sommes en position de force, le rassura Diana. Les tests ADN, le témoignage de Veronica, le journal de votre mère, les preuves sont accablantes. Ils furent escortés directement au bureau de Robert, où Vanessa Clark se tenait à ses côtés, un mince dossier posé sur le bureau entre eux. Connor. Robert salua avec une chaleur inhabituelle. Merci d'être venu. Madame Morgan, fit-il un signe de tête à Diana. De quoi s'agit-il, papa? Demanda Connor en restant debout. Robert soupira lourdement. J'ai mené ma propre enquête sur Thomas, Melissa et les jumelles. Je pensais que tu devrais voir ça. Il fit glisser le dossier vers Connor. À l'intérieur se trouvait un document juridique, un testament rédigé par Thomas Reynolds 3 ans plus tôt, juste avant sa mort. Connor le parcourut, son sang se glaçant à la lecture d'une section surlignée. En cas de mon décès, et si mon épouse Melissa se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de nos enfants, je désigne la sœur de ma femme, Cecilia Peterson, comme tutrice légale d'Emma et Lily Reynolds. Connor leva les yeux, stupéfait. Thomas a désigné une tutrice? Les filles n'ont jamais mentionné de tante. Vanessa s'avança. Madame Peterson a été localisée. Elle n'était pas au courant de la situation de sa sœur, mais elle est prête à prendre la garde de ses nièces. Ce n'est pas possible, argumenta Connor. Les filles ont été avec Melissa, dans la rue. Où était cette tante alors? Apparemment éloignée de Melissa à cause de sa toxicomanie, expliqua Robert avec aisance. Mais maintenant qu'elle est au courant de la situation, elle demande la garde en se basant sur les souhaits de Thomas. Diana prit le document, l'examinant attentivement. Nous devrons vérifier cela. Où était Madame Peterson pendant que les filles souffraient? C'est sans importance légalement, contra Vanessa. La désignation du testament prime même sur les parents par le sang dans la plupart des tribunaux. Connor étudia l'expression de son père, trop calme, presque satisfait. Vous avez arrangé ça, réalisa-t-il à voix haute. Vous avez trouvé cette femme et l'avez convaincue de se manifester. Robert ne confirma ni ne nia. Je m'assure simplement que toutes les voies légales sont explorées. Pourquoi? Exigea Connor. Pourquoi aller aussi loin pour m'empêcher d'élever les enfants de mon frère? N'avez-vous pas fait assez de dégâts? Il ne s'agit pas de te les enlever, insista Robert. Il s'agit de respecter les volontés de Thomas. Thomas ne savait pas que j'existais, à cause de vous. La voix de Connor monta. S'il avait su qu'il avait un frère, pensez-vous qu'il aurait désigné quelqu'un d'autre? Diana toucha le bras de Connor, un avertissement silencieux pour qu'il reste calme. Nous devrons rencontrer cette mademoiselle Peterson et vérifier tout cela. Bien sûr, acquiesça Robert promptement. Elle arrivera demain. En quittant le bureau, la colère de Connor explosa. Il essaie de me les enlever. Exactement comme il a enlevé Thomas. Ne tirez pas de conclusions hâtives, l'avertit Diana. Ce document pourrait être contesté. Les circonstances ont considérablement changé depuis sa rédaction. Le téléphone de Connor sonna. C'était Veronica, la voix tendue. Connor, il y a une femme ici qui prétend être Melissa. Elle exige de voir les filles. Melissa? Elle est censée être en traitement pendant encore au moins 3 semaines. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle insiste. Frank la retient dans le hall, mais elle menace d'appeler la police. Nous arrivons, dit Connor, l'esprit en ébullition. Ne la laissez pas approcher des jumelles. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, l'expression de Diana était sombre. Le timing est trop parfait. D'abord la tante, maintenant Melissa qui se présente. Votre père orchestre tout ça. Mais pourquoi? Demanda Connor alors qu'il descendait. Pourquoi aller aussi loin? Pour maintenir le contrôle, suggéra Diana. Ou pour garder certains secrets enfouis. Si la bataille pour la garde devient publique, tout éclatera, y compris son rôle dans votre séparation d'avec Thomas. Le téléphone de Connor vibra, un SMS de Frank. Monsieur, autre développement. Un journaliste est ici,
posant des questions sur les jumelles. Il dit avoir reçu un tuyau anonyme sur le secret de la famille. Connor montra le message à Diana, le visage blême. Il n'essaie pas seulement de prendre les filles, réalisa-t-il. Il menace de tout détruire si je ne cède pas. Alors qu'il traversait le hall en hâte, Connor prit une décision. Il est temps d'arrêter de jouer en défense. Si mon père veut se battre, il va être servi. À quoi pensez-vous ? Demanda Diana, se hâtant pour le suivre. Je vais dire la vérité, affirma Connor. Toute la vérité. Avant qu'il ne puisse imposer sa version. La vérité, Connor le savait, était son arme la plus puissante contre un homme qui avait bâti sa vie sur des mensonges. Connor et Diana arrivèrent à son immeuble pour trouver le chaos dans le hall en marbre. Melissa, maigre, agitée, mais clairement sobre, se disputait avec Frank tandis qu'un homme avec un badge de presse enregistrait la confrontation sur son téléphone. Les gardes de sécurité hésitaient. Melissa, appela Connor à son approche. Elle se tourna vivement vers lui. Où sont mes filles ? J'ai terminé mon programme de désintoxication et ils ont dit que je pouvais avoir des visites surveillées. Connor jeta un coup d'œil au journaliste qui enregistrait clairement chaque mot. Parlons en privé, suggéra-t-il. Plus de secrets, cria Melissa. J'en ai marre d'être mise à l'écart par des riches qui pensent pouvoir acheter mes enfants. Le journaliste s'avança avec empressement. Monsieur, est-il vrai que ces enfants sont liés à un scandale familial et longtemps caché ? Diana intervint avec tact. Mon client n'a aucun commentaire à faire pour le moment. Sécurité, veuillez faire sortir cet individu. Tandis que les gardes escortaient le journaliste protestataire à l'extérieur, Connor guida Melissa vers l'ascenseur privé. Les filles sont en haut. Nous devons d'abord parler. Dans l'appartement terrasse, Veronica avait sagement emmené les jumelles dans la chambre la plus éloignée de l'entrée. Connor fit asseoir Melissa dans le salon, où son agitation augmenta visiblement. Votre père m'a envoyé les papiers de sortie, laissa-t-elle échapper. Il a dit que je pouvais voir Emma et Lily aujourd'hui. Connor échangea des regards alarmés avec Diana. Mon père vous a contacté ? Robert est ? Melissa hocha la tête. Il m'a rendu visite au centre de traitement hier. Il a dit qu'il était leur grand-père et qu'il voulait arranger les choses. Il m'a donné ça. Elle sortit une enveloppe contenant $10 000 en espèces. Pour un nouveau départ avec les filles. Vous a-t-il demandé quelque chose en échange ? Demanda Diana avec précaution. Melissa hésita. Il a dit que je devrais prétendre que vous essayez de m'éloigner de mes filles. Que vous n'étiez pas apte à vous en occuper parce que vous travaillez trop. Connor sentit une fureur froide monter en lui. A-t-il mentionné votre sœur, Cecilia ? Melissa parut sincèrement confuse. Cecilia ? Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi après que j'ai commencé à consommer. Votre mari l'a désignée comme tutrice des filles dans son testament, expliqua doucement Diana. Quoi ? Non, ce n'est pas vrai, protesta Melissa. Thomas et Cecilia se connaissaient à peine. Ils se sont vus peut-être 2 fois. Le téléphone de Connor sonna. Elisabeth ? Connor, allume les infos, tout de suite. Il attrapa la télécommande, allumant la télévision pour trouver son père s'adressant au journaliste devant la tourée. Profondément préoccupé par le récent comportement erratique de mon fils, disait Robert. Bien que je compatisse à son chagrin suite à la découverte du décès de son frère, son obsession à vouloir s'approprier les enfants de son frère frise le malsain. Ces filles doivent être avec leur mère ou la famille désignée, pas avec un oncle qu'elles viennent de rencontrer et qui traverse clairement son propre traumatisme. La caméra fit un panoramique pour montrer Vanessa aux côtés de Robert, ainsi qu'une femme que Connor ne reconnaissait pas. Voici Cecilia Peterson, continua Robert, la tutrice légitime des filles selon les volontés de leur père. Nous essayons simplement de respecter les dernières volontés de Thomas Reynolds pour ses filles. La femme, Cecilia apparemment, s'avança avec une émotion feinte. Je veux juste que mes nièces soient avec une famille qui les connaît depuis toujours, pas prise dans une lutte de pouvoir au sein de l'Empire. Connor coupa le son de la télévision, son expression se durcissant. Il essaie de me faire passer pour instable et lui pour le patriarche raisonnable. Melissa fixa l'écran. Ce n'est pas Cecilia, dit-elle catégoriquement. Je ne sais pas qui est cette femme, mais ce n'est pas ma sœur. La pièce devint silencieuse tandis que les implications s'imposaient. Il a engagé une actrice, réalisa Connor. Le testament, la sœur, tout est fabriqué.
Diana tapait déjà sur son téléphone. Je vais obtenir une audience d'urgence. C'est une fraude. Melissa les regarda, perplexe. Pourquoi irait-il aussi loin? Pour contrôler le récit, expliqua Connor. Pour protéger sa réputation. Véronica apparut dans l'embrasure de la porte. Les filles demandent leur mère. Les yeux de Melissa s'emplirent de larmes. Puis-je les voir, s'il vous plaît? Connor hocha la tête, un plan se formant. Oui. Et ensuite, nous allons dire la vérité. Nous tous, ensemble. En moins d'une heure, Connor avait pris contact avec une autre journaliste, Janet Chen, une journaliste d'investigation respectée qui avait critiqué et Investement par le passé. Elle arriva avec un caméraman, s'installant dans le salon de Connor, où il était assis, flanqué de Melissa, Véronica et Diana. Elisabeth les rejoignit, apportant les journaux intimes et les photos de Catherine. Prêt? Demanda Janet. Connor hocha la tête, jetant un coup d'œil vers la chambre où Frank occupait les jumelles. Je m'appelle Connor, et voici la véritable histoire de la façon dont mon père, Robert, m'a séparé de mon frère jumeau à la naissance, et comment j'ai découvert la vérité grâce à ses filles, mes nièces. Alors que la caméra tournait, 32 ans de mensonges commencèrent à se défaire. L'interview fut diffusée le lendemain soir. Connor regarda avec Melissa, Véronica et Diana le reportage de Janet Chen démanteler systématiquement 32 ans de tromperie. L'histoire était captivante, un puissant homme d'affaires séparant des jumeaux à la naissance, la quête de toute une vie d'une mère, une rencontre fortuite avec des nièces orphelines, et les tentatives désespérées d'un grand-père pour préserver ses secrets. Le téléphone de Connor n'avait pas cessé de sonner depuis le début de la diffusion. Membre du conseil d'administration, associés, amis, il les ignorait tous, concentrés sur les jumelles dormant paisiblement dans la pièce voisine, ignorant la tempête que leur existence avait déchaînée. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Melissa à voix basse lorsque le programme se termina. L'audience au tribunal est demain, répondit Diana. Avec le testament frauduleux exposé et la fausse tante révélée, le juge accordera probablement la garde partagée à vous deux. Connor regarda Melissa avec un nouveau respect. Depuis son retour de traitement, elle avait fait preuve d'une clarté et d'un engagement remarquable envers le bien-être de ses filles. Êtes-vous à l'aise avec cet arrangement? Demanda-t-il. Melissa hocha la tête. Les filles ont besoin de stabilité. Votre maison, vos ressources, vous pouvez leur donner des choses que je ne peux pas. Mais elles ont aussi besoin de leur mère. Nous y arriverons, promit Connor. Elles méritent de nous avoir tous les deux dans leur vie. Son téléphone s'alluma, un SMS d'Elisabeth. Robert a été transporté à l'hôpital. Apparemment une crise cardiaque après la diffusion. Connor fixa le message, des émotions contradictoires le submergèrent. Mon père est à l'hôpital, annonça-t-il. Allez-vous le voir? Demanda doucement Véronica. Je ne sais pas, admit Connor. Une partie de moi dit qu'il mérite tout ce qui lui arrive après ce qu'il a fait à notre famille. Mais une autre partie? C'est toujours ton père, termina Véronica. Catherine voudrait que tu y ailles. Une heure plus tard, Connor se tenait devant la chambre d'hôpital privé, rassemblant son courage. À l'intérieur, Robert paraissait diminuer contre les draps blancs, les moniteurs bipant régulièrement à côté de lui. Ses yeux s'ouvrirent lorsque Connor entra. « Vous venez assister à la chute du puissant ?» demanda faiblement Robert. « Je suis venu parce que vous êtes mon père », répondit Connor en s'asseyant. Malgré tout, Robert l'étudia en silence. « Vous m'avez détruit, vous savez. Le conseil se réunit demain pour me destituer. L'action de la société a chuté de 15%. Mon héritage est en ruine. Vous vous êtes détruit vous-même, corrigea Connor. Avec des mensonges qui ont duré des décennies. J'ai bâti un empire pour toi, insista Robert. Tout ce que j'ai fait, c'était pour assurer ton avenir. Au prix de la vie de mon frère? Du bonheur de ma mère? De la stabilité de ses petites filles? Connor se pencha en avant. Ce n'était pas à vous de prendre cette décision. Robert se détourna, regardant par la fenêtre. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. Et maintenant? Un long silence s'installa entre eux avant que Robert ne reprenne la parole. J'ai vu Thomas une fois, tu sais. Aux funérailles de ta mère. Il est venu présenter ses respects, bien qu'il ne sût pas qui elle était pour lui. La ressemblance était si frappante que j'ai failli m'effondrer. J'ai voulu lui dire, alors, mais quoi? J'étais un lâche, admit Robert,
les mots semblant lui faire physiquement mal. C'était plus facile de maintenir le mensonge que d'affronter ce que j'avais fait. Connor absorba cette révélation, imaginant son frère inconnu devant la tombe de leur mère. J'aurais voulu le connaître. C'était un homme bien, dit Robert doucement. Je l'ai fait enquêter après l'avoir repéré aux funérailles. Il travaillait comme architecte, concevait des écoles et des centres communautaires, faisant toujours passer les autres en premier. Comme Catherine. Ils restèrent assis en silence, les moniteurs bipant étant le seul son. Finalement, Connor posa la question qui l'avait hanté. Pourquoi avez-vous essayé de m'enlever les jumelles? Ce sont vos petites filles. Robert ferma les yeux. Parce qu'elles sont la preuve de mon plus grand péché. Parce que chaque fois que je regardais ces images d'actualité de toi avec elles, je voyais ce que j'avais volé. À toi, à Thomas. À Catherine. Sa voix se brisa. À moi-même. Pour la première fois, Connor entrevit le véritable fardeau que son père avait porté, l'effet corrosif de 3 décennies de culpabilité et de tromperie. Les filles ont demandé de tes nouvelles, dit Connor. Elles savent que tu es leur grand-père maintenant. Les yeux de Robert s'ouvrirent, une lueur d'espoir traversant son visage. Que leur as-tu dit? Que tu as fait une terrible erreur il y a longtemps. Que tu essaies de comprendre comment la réparer. Connor se leva. La question, le faites-vous? Avant que Robert ne puisse répondre, le téléphone de Connor vibra, un message de Diana. Urgence à ton appartement. Viens maintenant. Je dois y aller, dit Connor en se dirigeant vers la porte. Connor, l'appela Robert. Je suis désolé. Pour tout. Connor s'arrêta, hochant la tête une fois en signe de reconnaissance avant de se hâter de partir, incertain s'il trouverait un jour en lui la force de pardonner à l'homme qui avait changé le cours de tant de vie par son égoïsme. Pour l'instant, seuls comptaient les jumelles, son dernier lien avec le frère qu'il ne connaîtrait jamais. Connor quitta l'hôpital en courant, son esprit évoquant les pires scénarios. Lorsqu'il arriva à son immeuble, des voitures de police au gyrophare encombraient l'entrée. Le cœur battant, il bouscula les officiers pour atteindre l'ascenseur. Dans son appartement terrasse, il trouva Diana parlant avec l'inspecteur Martinez tandis que Véronica réconfortait une Mélissa en larmes sur le canapé. Que s'est-il passé? Où sont les filles? Exigea Connor. Elles sont en sécurité, l'assura rapidement Diana. Dans votre bureau, avec Frank. Un soulagement inonda Connor. Alors, que se passe-t-il? L'inspecteur Martinez s'avança. Vanessa Clark a tenté d'enlever les jumelles. La sécurité l'a arrêtée dans le hall. Vanessa? L'avocate de mon père? Elle avait des papiers de garde d'urgence falsifiés, expliqua Diana. Lorsque la sécurité l'a interpellée, elle est devenue hystérique, affirmant que les filles étaient en danger avec vous. Elle est en cours de traitement au centre-ville maintenant, ajouta Martinez. Mais ce n'est pas tout. Nous avons trouvé ça en sa possession. Il tendit un dossier à Connor. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux vieux de plusieurs décennies, des reçus de paiement à une agence d'adoption, et un accord manuscrit entre Robert et Vanessa, utilisant alors son nom de jeune fille, Vanessa Blackwood. Blackwood? Connor regarda Véronica, choquée. Comme ma fille, confirma Véronica, la voix blanche. Vanessa est ma fille. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté esséurante. Elle a aidé mon père à séparer les jumeaux, réalisa Connor. Sa propre mère essayait de les protéger et elle l'a trahi. Véronica hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Robert lui a promis une carrière en droit, des relations, la richesse, tout ce qu'une jeune femme ambitieuse pouvait désirer. Je n'ai jamais su, jamais suspecté, jusqu'à ce que je la voie avec lui aux informations hier. Elle l'aide à couvrir ça depuis 32 ans. Le testament frauduleux, la fausse tante, tout était son œuvre, dit Diana. Selon sa déclaration préliminaire, elle a paniqué lorsque votre interview a été diffusée, expliqua Martinez. Apparemment, elle craignait que vous ne finissiez par la relier à la séparation initiale et a décidé de prendre les choses en main. Un calme étrange s'empara de Connor. C'est enfin terminé, alors. Oui, confirma Diana. Avec les aveux de Vanessa et les preuves, il n'y a aucun obstacle juridique à l'accord de garde dont nous avons discuté. Connor se dirigea vers son bureau, où Frank montait la garde à l'extérieur. À l'intérieur, Emma et Lily jouaient à un jeu de société, ignorant béatement le drame qui s'était déroulé. Oncle Connor, appelèrent-elles à l'unisson en courant le serrer dans leurs bras. Il les étreignit fortement,
s'émerveillant de la façon dont ses deux petites filles avaient complètement transformé sa vie en quelques semaines à peine. « Tout va bien ?» demanda Emma, sentant son émotion. « Tout est parfait », l'assura Connor. 6 mois plus tard, Connor se tenait sous le soleil d'une parfaite journée de juin, regardant Emma et Lily poursuivre des papillons dans le jardin de sa maison récemment achetée en banlieue, une maison avec un jardin, des chambres décorées sur le thème des princesses et des photos de Thomas bien en évidence partout. Melissa, sobre depuis 4 mois et travaillant comme aide-enseignante, était assise sur la terrasse avec Véronica, planifiant la prochaine fête d'anniversaire des 6 ans des jumelles. Leur arrangement s'était installé dans un rythme confortable. Les filles vivaient principalement avec Connor mais passaient les week-ends avec leur mère dans la maison d'amis sur sa propriété. Frank s'approcha, portant un plateau de limonade. Il avait pris sa retraite de chauffeur pour devenir le majordome de la maison, un rôle qu'il endossait avec une chaleur grand-paternelle envers les jumelles. « Visiteur à la grille, monsieur », annonça-t-il. Connor fut surpris de voir Robert, l'air frêle mais déterminé, remonter lentement l'allée du jardin avec une canne. Après sa convalescence, il avait démissionné de Hay Investment, cédant le contrôle à Connor, qui avait immédiatement mis en œuvre des politiques favorables à la famille et des réformes éthiques. « Grand-papa » appelèrent les jumelles en s'approchant prudemment de Robert. Au cours des derniers mois, elle l'avait rencontré plusieurs fois, s'attachant progressivement à cet homme calme et repentant, si différent de la figure imposante que Connor avait connue. « J'ai apporté des cadeaux » dit Robert en tendant 2 boîtes cadeaux identiques. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lily, excitée. « Ouvrez-les et voyez » encouragea Robert. À l'intérieur de chaque boîte se trouvait un médaillon en argent. Ouvert, chacun contenait une minuscule photo de Thomas d'un côté et de Catherine de l'autre. « Votre papa et votre grand-mère » expliqua doucement Robert. « Pour que vous les ayez toujours avec vous. » Connor regardait la scène avec des émotions mitigées. Il n'avait pas entièrement pardonné à son père, mais il comprenait maintenant que le pardon était un cheminement, pas une destination. Alors que la brise d'été bruissait dans le jardin, Connor ressentit un sentiment d'achèvement. La famille qui avait été fracturée par la peur et l'ambition d'un homme était en voie de guérison, d'une forme différente de ce qu'elle aurait pu être, mais en guérison néanmoins. Dans le rire des jumelles, il entendait parfois des échos du frère qu'il n'avait jamais connu, et dans leurs yeux, il voyait l'avenir dont sa mère avait toujours rêvé, sa famille enfin réunie.